Alberta, Manitoba, and Saskatchewan all set new records for COVID-19 hospitalizations. Yesterday, Ontario reported over 1,500 new cases, a record high for the third day in a row. New projections are suggesting that the province could be on track for over 6,500 cases a day by mid-December. We also set a new daily national record yesterday with nearly 5,000 new cases in Canada and 83 more Canadians lost to this virus. We have to reverse these trends now. Last night, we heard directly from the premiers about the current challenges in their provinces and about what further support they do or might need from the Government of Canada. We all benefited from hearing about the difficult choices different provinces are making. For instance, Manitoba, which weathered the first wave better than most, is now getting hit hard. On that front, I can announce that Minister Blair spoke with Ministers Schuler and Friesen of Manitoba earlier this week. We've approved a request for support in their long-term care facilities until January 15th, 2021. The Canadian Red Cross is already on the ground assessing the situation and is working with local and provincial authorities to determine their specific needs. COVID-19 surges like the one they're experiencing in Manitoba can happen anywhere. So we all have to be vigilant in every part of daily life and in every part of the community. I reassured the premiers that the federal government will always be there to help, but reminded them as well that our resources are not infinite. Controlling the virus now reduces the chances of impossible decisions and choices we might have to make down the road. Finally, we raised the need for further collaboration on distributing a safe, effective vaccine across the country once it's ready. On Monday, we got some much-needed encouraging news about a potential vaccine. That's good. We could all use a little hope these days. But we also have to remember that right now, our fight against COVID-19 is far from over. The vaccine won't help you or your family if you get COVID-19 now. That's why we all need to keep working together to bend the curve, to protect each other, and to save lives. Présentement, notre priorité, c'est de protéger les Canadiens. En plus d'avoir mis sur pied des mesures pour aider directement les familles, les travailleurs et les entreprises à passer à travers la crise, on aide aussi les provinces, les territoires et les municipalités. On sait que le contexte est difficile pour les municipalités qui sont sur la ligne de front et qui continuent de fournir des services essentiels à chaque jour. Dans le cadre de l'accord sur la relance économique, le gouvernement fédéral a versé plus d'1 milliard de dollars aux municipalités au Québec. Dans certains cas, cette aide permettra, par exemple, de geler les taxes cette année, d'éponger des déficits ou d'améliorer les services de transport en commun. Ce n'est pas le temps de lâcher. Hier encore, nous avons tenu une rencontre des premiers ministres des provinces et des territoires. Nous avons discuté des moyens que nous continuons de prendre ensemble pour enrayer la pandémie ainsi que de l'éventuel déploiement d'un vaccin. Chaque province a partagé son expérience et nous continuons d'apprendre les uns des autres. Il faut redoubler d'efforts pour freiner le virus et nous allons travailler en équipe avec tous les ordres de gouvernement pour y arriver. J'ai aussi profité de la rencontre hier soir pour parler de la conversation positive que j'ai eue avec le président élu Biden en début de semaine et notre ambassadrice aux États-Unis s'est jointe à nous pour répondre à leurs questions. Aujourd'hui, je peux annoncer que la mission de la Croix-Rouge dans les CHSLD du Québec sera prolongée jusqu'au 15 janvier 2021. Aux membres de la Croix-Rouge et aux femmes et aux hommes en uniforme, merci pour votre travail, votre professionnalisme et votre dévouement. To support Canadian workers and businesses during the second wave, we've extended the wage subsidy, created the new Canada Emergency Rent Subsidy, and expanded eligibility for the Canada Emergency Business Account. Now, more than ever, the labour market is evolving quickly and workers need to be able to develop new skills.
To help Canadians access training and services, we're already providing $3.4 billion to the provinces and territories under the labour market transfer agreements. Today, I can announce that we will invest an additional $1.5 billion in the workforce development agreements. This new investment will ensure quick access to training so that workers in sectors hardest hit by COVID-19, as well as underrepresented groups like persons with disabilities, women, and Indigenous peoples, can find and keep good jobs. This is another step towards creating 1 million jobs and rebuilding an inclusive economy that benefits all Canadians. Minister Qualtrough will have more to say on this important announcement in just a few moments. Le marché du travail évolue rapidement et il est important pour les travailleurs d'avoir accès à la formation nécessaire pour s'adapter. Certains secteurs de l'économie ont été particulièrement touchés par les conséquences de la pandémie. Notre gouvernement veut aider ces travailleurs à élargir leurs compétences afin qu'ils puissent réintégrer le marché du travail rapidement. Aujourd'hui, j'annonce donc que nous allons investir 1,5 milliard de dollars supplémentaires dans le cadre des ententes sur le développement de la main-d'œuvre. En améliorant les ressources liées à l'emploi et à la formation, nous aidons les travailleurs qui en ont besoin à trouver et à conserver des bons emplois durables. C'est avec une main-d'œuvre forte et qualifiée que nous allons pouvoir rebâtir une économie plus inclusive dans laquelle tous les Canadiens auront leur place. I want to end today by recognizing that we're coming into yet another weekend where many Canadians are being asked to stay home. It's not easy, but we can't let our guard down. I know you're probably getting sick of hearing this, just like you're sick of hearing about COVID-19. It's been a tough year, and we all want this pandemic to end. But we have to do our part to flatten the curve before it gets any worse. So I'm asking you, yet again, to do your part and follow public health instructions. If you're not exactly sure what those are in your area, visit your local government's website. Continue to wash your hands. Wear a mask. Keep your distance. Get the flu shot. Avoid gatherings and download and use the free COVID Alert app. Many people with COVID-19 don't know how they caught it or from where. That's what makes the app so important. It notifies others and notifies you that you've come into contact with the virus, maybe without even knowing it. As of today, over 4,000 people have already reported their positive test result by entering their one-time code into the app. That means thousands more were then alerted and able to take proper precautions. That's a great start, but I know we can do even better. So please, if you get a positive test result, enter your one-time code into the app so it can do its work and we can all slow the spread of the virus. Lundi, on a eu des nouvelles encourageantes à propos d'un vaccin prometteur. Ça fait du bien d'entendre des bonnes nouvelles, surtout ces jours-ci. Il faut garder espoir, mais il faut aussi être conscient que notre lutte est loin d'être terminée. Je sais qu'il y a bien des gens qui sont tannés d'en entendre parler. Et j'en trouve ça plate. Ils veulent passer à autre chose et je les comprends. Mais on connaît tous quelqu'un qui est vulnérable. On a tous nos raisons de rester vigilants, de vouloir protéger nos travailleurs de première ligne, de savoir que nous pouvons et nous devons faire tout ce qu'on peut pour réduire l'éclosion de ce virus. On doit tous faire notre part. Les gouvernements font leur part, les autorités de santé locales font leur part, nos travailleurs de première ligne font leur part, mais on ne peut pas faire ça sans les individus, sans les familles, sans les gens qui font des choix avisés. Il faut absolument réduire le nombre de cas dès maintenant pour être dans la meilleure posture possible en vue de l'hiver pour sauver des vies. Alors, je vous demande de suivre les conseils de vos autorités locales de santé publique. Lavez-vous les mains, portez un masque, gardez vos distances, faites-vous vacciner contre la grippe
évitez les rassemblements. Joignez-vous aux 5,2 millions de Canadiens qui ont déjà téléchargé l'application gratuite Alerte COVID. Et si vous recevez un résultat de test positif, entrez votre code pour avertir les autres qui auraient été en contact avec vous. La situation n'est pas facile, mais en s'aidant les uns les autres, on va y arriver. Prenez soin de vous cette fin de semaine et dans les jours à venir. Je passe maintenant la parole à la ministre Qualtrough. Happy to pass the floor to Minister Qualtrough. Carla. Hello, everyone. Bonjour. Thank you, Prime Minister. It's a pleasure to be here virtually with you today for this important announcement on our investment to help Canadians across the country access the training and services they need to return to the workforce and get back to work safely. Comme l'a mentionné le Premier ministre, le marché du travail évolue rapidement et nous devons être en mesure de soutenir les employeurs et les travailleurs afin qu'ils puissent s'adapter à ce changement. The pace of this change and the uncertainty of the pandemic creates a challenging situation for both employers and workers. I'm particularly concerned for those who already, even before the pandemic, face barriers to employment because of their race, gender, or disability. I'm also thinking about people working in sectors especially hard hit by the pandemic, such as manufacturing, retail, transportation, tourism, and recreation, just to name a few. As the Prime Minister said, we're investing an additional $1.5 billion in the workforce development agencies with all 13 provinces and territories. These additional investments will flow through a strong delivery network of employment service centers already in place across Canada. De nombreux Canadiens sont toujours sans emploi. Nous devons continuer à travailler ensemble à tous les niveaux du gouvernement pour nous assurer que nos réseaux d'emploi d'un bout à l'autre du pays sont là pour les travailleurs. This funding will ensure quick access to training and services for Canadian workers, especially those in sectors hardest hit by COVID-19. It means that provinces and territories will have more funding to better support program delivery through service centers like Work BC in my home province of British Columbia, ou par exemple des programmes d'emploi et de formation offerts par Emploi Québec au Québec et par Travail NB au Nouveau-Brunswick. Nous savons que nos partenaires des réseaux provinciaux et territoriaux sont mieux placés pour offrir ce soutien d'emploi aux Canadiens. It could be programs related to skills training, on-the-job training, financial assistance and benefits, employment counseling and services, employment opportunities, and employer-sponsored training, whatever they need to help them find, prepare for, and maintain good jobs. In the speech from the throne, we committed to making the largest training investment in Canadian history. We also launched a campaign to create over 1 million jobs to bring us back to where we were before the pandemic started. Well, this additional $1.5 billion is the first step towards those goals. It will create a stronger workforce and a stronger Canada. I'd like to thank our provincial and territorial partners for their continued collaboration in getting Canadian workers the training they need to get good jobs as our country gradually recovers from the impact of COVID-19. Nous traversons des moments difficiles et en travail ensemble, nous y arriverons. I'll turn now to Dr. Tam for the public health update. Thank you. Merci beaucoup. Good afternoon, good day, bonjour à toutes et tous. There have been 282,577 cases of COVID-19 in Canada, including 10,748 deaths. Nationally, there are over 45,000 active cases across the country. Over the past week, labs across Canada have tested an average of close to 55,000 people daily, with almost a 6% test positive. The national average case count is now over 4,300 cases reported daily over the last 7 days. The number of people experiencing serious illness continues to increase, with an average of over 1,400 individuals with COVID-19 being treated in Canadian hospitals, including 280 in critical care, and an average of 55 deaths reported each day over the past 7 days. Western provinces saw weekly increases in daily hospitalizations ranging from 24% to as high as over 50% compared to last week. Quebec and Ontario saw a lower percent increase,
but continue to have the highest numbers of people being treated in hospital for COVID-19 in the country. This situation is very worrisome, as it is putting pressure on local healthcare resources. Hospitals are being forced to make the difficult decision to cancel elective surgeries and procedures in areas of the country. And healthcare workers are exhausted everywhere. The continuous spread of COVID-19 impacts all of our well-being, and we all must take action to help reduce the spread of the virus. If we continue on the current pace, it is estimated that there will be over 10,000 cases daily by early December. An important driver of this increased disease activity continues to be informal social gatherings and activities both inside and outside our homes. In these more relaxed settings, such as family get-togethers, birthday parties, holiday celebrations, and recreational activities, it is natural to relax. But this can mean it is easy to forget and to let our guard down on the necessary precautions. Unfortunately, the virus will take any and every opportunity to spread. So our best protection for ourselves, our family, and our community is to consistently maintain public health practices and avoid settings and situations that increase the risks for spread. For these reasons, public health authorities are urging people to reduce the size of gatherings and limit activity to just our existing household members whenever possible. If you spend time indoors with people from outside of our immediate household, it is strongly recommended that everybody wears a non-medical mask. Our primary goal for the pandemic response remains to minimize severe illness and deaths due to COVID-19. As always, layering of prevention practices is the most effective protection. Stay home and self-isolate if you have any symptoms, even mild ones. Clean your hands frequently, maintain physical distancing, wear a non-medical mask or face covering when indoors with people from outside of your immediate household, and avoid or limit time spent in the 3 C's: closed spaces, crowded places, and close contact settings, and situations where you cannot consistently maintain physical distancing. As the Prime Minister has said, please, all of us do our part to flatten the curve. Thank you. Bonjour à toutes et à tous. On a signalé 282 577 cas de COVID-19 au Canada, dont 10 768 décès. À l'échelle nationale, il y a plus de 45 000 cas actifs. Au cours de la dernière semaine, des laboratoires dans tout le Canada ont analysé quotidiennement des tests de dépistage de près de 55 000 personnes en moyenne, dont environ 6 ont reçu un résultat positif. La moyenne nationale se situe maintenant à plus de 4 300 nouveaux cas quotidiens signalés au cours des 7 derniers jours. Le nombre de personnes présentant des symptômes graves continue d'augmenter. Au cours des 7 derniers jours, il y avait en moyenne plus de 1 400 personnes atteintes de la COVID-19 recevant des traitements dans les hôpitaux canadiens, dont 280 dans des unités de soins intensifs. En moyenne, 55 décès ont été signalés chaque jour. Les provinces de l'Ouest ont connu une augmentation hebdomadaire des hospitalisations quotidiennes allant de 24% à plus de 50% par rapport à la semaine dernière. Le Québec et l'Ontario ont connu une augmentation plus faible, mais continuent d'afficher le plus grand nombre de personnes traitées à l'hôpital pour la COVID-19 dans le pays. Cette situation est inquiétante car elle exerce une pression sur les ressources sanitaires locales. Les hôpitaux sont contraints à prendre la difficile décision d'annuler des interventions chirurgicales et des procédures non urgentes dans certaines régions du pays. Et de plus, les travailleurs de santé sont épuisés partout au pays. La propagation continue de la COVID-19 a une incidence sur notre bien-être à tous et nous devons tous prendre des mesures pour contribuer à réduire la propagation du virus. Si la propagation continue au rythme actuel, on prévoit qu'il y aura plus de 10 000 cas quotidiennement d'ici le début décembre. Les rencontres, les activités sociales informelles, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur,
de nos domiciles reste un facteur important de cette augmentation de l'activité de la maladie. Dans ces cadres plus détendus, comme les réunions de famille, les fêtes d'anniversaire, les jours fériés, les activités récréatives, il est naturel de se détendre, mais cela peut signifier qu'il est facile d'oublier ou de négliger les précautions nécessaires. Malheureusement, il est plus probable que le virus se propage dans les situations relâchées. Notre meilleure protection pour nous-mêmes, notre famille et notre collectivité consiste donc à appliquer constamment des pratiques de santé publique et à éviter les contextes et les situations qui augmentent les risques de propagation. Pour ces raisons, les autorités de santé publique demandent instamment à la population de réduire la taille des rassemblements et de limiter les activités aux seuls membres du foyer dans la mesure du possible. Si vous passez du temps à l'intérieur avec des personnes ne faisant pas partie de votre ménage, il est fortement recommandé que chacun porte un masque non médical. Notre objectif principal dans la lutte contre la pandémie reste de réduire au minimum les symptômes graves et les décès dus à la COVID-19. Comme toujours, la conjugaison des pratiques de prévention est la protection la plus efficace. Restez à la maison et isolez-vous si vous présentez symptômes, même s'ils sont faibles. Lavez-vous les mains fréquemment. Respectez la distanciation physique. Portez un masque non médical ou un couvre-visage lorsque vous êtes à l'intérieur avec des personnes qui ne font pas partie de votre ménage et évitez les becs, les lieux bondés, les contacts étroits, les espaces clos ou limitez en la durée. Il s'agit de contextes et de situations dans lesquelles vous ne pouvez pas maintenir une distance physique constante. Merci. Thank you, Dr. New. We will start with a 20-minute question period for the PM. Doctors and ministers will remain available afterwards for more questions, starting with the phone today, following with questions in the room. Merci beaucoup, Dr. New. Nous allons aussi aujourd'hui commencer la période de questions avec le Premier ministre pour 20 minutes, commençant par le téléphone, suivi des questions dans la salle. Les ministres et docteurs resteront disponibles pour répondre à d'autres questions. Opérateur, première question au téléphone. Thank you. Merci. First question, Alex Balangal, Toronto Star, line open. Hi, thank you very much for taking my question. Prime Minister, while your government has spent billions and billions of dollars through the pandemic, some of my colleagues in Toronto yesterday reported that none of the $250 million you promised to tackle gun violence has flowed to cities, and we still have no handgun ban legislation. So where is the legislation you promised? Where is that money? And what do you say to the family of the 12-year-old boy who was shot and killed in Toronto this week before you could fulfill either of those promises? Obviously, our hearts go out to families who've been victims of gun violence across the country, and particularly in Toronto, where we've seen too many tragedies like this. As a government, we've moved forward over the past 5 years on many measures to strengthen gun control, to bring in new rules and regulations, to move forward on restricting access to guns, restricting the flow of guns across our border. But we know there's much more to do. We made a commitment to ban military-style assault weapons, and we have. We made a commitment to move forward on giving municipalities the capacity to ban handguns as well. And that one, because it's not necessarily something that all provincial governments are agreeing with, is something we continue to work on. But we will move forward on that, and we have legislation coming forward soon on how we're going to strengthen gun control in this country. Following up. Yes, on another matter, some of my other colleagues in Toronto reported this week also that Ontario Premier Doug Ford rejected the advice of his own public health experts when making the province's COVID-19 restriction levels. With cases surging in the province and projected to hit, as you said, 600 or 6,500 before Christmas, given this report, do you still trust the Ontario government to make these life and death decisions based on scientific advice? And did you raise this with Premier Ford in your call yesterday?
We had a good conversation with the premiers last night, at which each premier, one after the other, talked about the additional measures they're going to be bringing in their regions. We're seeing a really troubling surge across the country. The fact that Dr. Tam is highlighting that modeling predicts 10,000 cases a day across the country by early December, if we do not bend the curve, should be a wake-up call for everyone. We know that the optimal path is for all of us to work together. It is best when we move quickly and firmly to bring in measures that are going to keep people safe, and we continue to impress upon individuals the need to reduce their contacts, to avoid gatherings, to do the things that we know keep us all safe. The job of the federal government in this is to continue to be there, to work with the provinces while they make those decisions, to support them in the decisions they make, but also to continue to be there for citizens. We know that these additional closures will have an impact on businesses and on families. That's why from the beginning, the federal government has been there to support people, and we will continue to be there, whatever it takes, for as long as it takes, with support for individuals, support for families, support for seniors, support for small businesses, including direct support on rent that doesn't go through the landlord, it goes directly to tenants, an increase to the CEBA program, which is an interest-free loan of another $10,000 up to $20,000 interest-free. These are the things that we need to continue to do so that all of us can remain safe. I know we're getting tired of this. We want COVID to be done, but it's not done with us yet. So we have to keep doing what we need to keep Canadians safe until the vaccines start to arrive. Je pense que c'est important de se souvenir que nous devons tous faire notre part. Hier soir, on a entendu de tous les différents premiers ministres à tour de rôle qui ont parlé des enjeux auxquels ils font face par rapport à la COVID-19 et pour la plupart, les mesures qu'ils sont en train d'ajouter pour réduire les contacts entre les individus. Et je leur ai rassuré que le gouvernement fédéral va continuer d'être là et pour fournir de l'aide directement aux provinces avec les milliards de dollars qu'on a envoyés pour l'équipement, pour le dépistage, pour l'appui pour les personnes vulnérables, pour l'appui pour les écoles. Mais nous allons aussi être là pour soutenir directement les individus à travers le pays, avec de l'aide directe pour ceux qui perdent leur travail, avec de l'aide pour les entreprises et les gens qui font face à des défis à cause des fermetures locales. Nous allons continuer d'être là pour aussi longtemps que ça prend et on va tout faire ce qui est nécessaire pour passer à travers de cette COVID-19 ensemble. Thank you. Operator, next question on the phone. Thank you. Merci. Prochaine question, Hélène Buzetti, Le Devoir. À vous. Oui, bonjour, M. Trudeau. Vous avez déclaré tout à l'heure dans vos déclarations d'ouverture que vous avez dit au premier ministre des provinces que vos ressources financières fédérales ne sont pas infinies. Pouvez-vous nous dire quel était le contexte de cette déclaration d'hier? Quand je parlais de ressources limitées, c'était vraiment plus par rapport à nos ressources en termes de la Croix-Rouge, nos ressources en termes d'aide pour les contacts et la recherche des contacts, d'aide pour c'est parce qu'on veut être là pour tout le monde, mais on n'a pas nécessairement les capacités physiques de pouvoir gérer une crise qui s'en va de pire en pire comme on est en train de vivre. C'est pour ça qu'il faut agir maintenant pour limiter les contacts. Il faut que tout le monde fasse sa part.
continuing to be there to support the provinces in every way we can. But that sort of impresses on us all how much we need to get things under control now. As hospitals start to get overwhelmed in various parts of the country, as resources start to grow thin, as people are giving up on contact tracing, the federal government can add more, but not an unlimited amount. That's why we all have to make sure we do not get to the kinds of spikes that are being projected, that with the approach of winter, we all realize we've got to get this back under control and everyone needs to do their part. Oui, et en sous-question, Québec a dévoilé sa mise à jour économique hier avec un déficit de 15 milliards de dollars et on voit beaucoup de leur côté Dans une ordre d'idée complètement autre que ce que les provinces ont dû investir pendant cette pandémie. Et c'est bien correct. Le gouvernement par rapport au transfert en santé, je me suis engagé à avoir une conversation avec les provinces là-dessus au début du mois de décembre. Et on va l'avoir, on va voir ce que ça va donner. Thank you. Operator, dernière question au téléphone. Thank you. Merci. Prochaine question, Lina Dib, La Presse canadienne. À vous. Oui, Monsieur Trudeau, donc si je comprends bien, vous avez une date pour cette rencontre parce qu'on ne l'avait pas encore, début décembre, sur les transferts en santé. Pouvez-vous confirmer une date précise, si vous l'avez avec vous? Et quand même, pour revenir à la question d'Hélène, est-ce que Québec est en train de rêver en couleur en pensant qu'ils vont pouvoir se sortir du trou creusé par la pandémie en ayant l'argent d'Ottawa en transfert en santé? Les premiers ministres, mais ma priorité pendant un congé de Noël, auront accès à ces prestations d'urgence